Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Ici, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Ce podcast est un très bon point de départ si vous voulez désencombrer votre maison. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin ou avez besoin d'aide, allez en description, vous retrouverez le lien de mes ressources gratuites et de mon accompagnement en ligne. Le prochain accompagnement commence en avril, les places sont limitées, mais vous pouvez dès à présent vous préinscrire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler inventaire. Comment savoir combien d'objets il faut que l'on ait autour de nous avant de se lancer dans le tri ou pour aller un peu plus loin dans notre pratique minimaliste. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode très pratico-pratique. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça. Et on va parler de notre inventaire avant de se lancer dans un grand désencombrement, dans un tri. Ou, comme j'ai dit en intro, pour aller plus loin dans son mode de vie minimaliste. Comment savoir combien d'objets il serait approprié et utile d'avoir autour de nous pour s'assurer qu'on ne garde que l'essentiel sans trop de superflu? Oui, le minimalisme, ça consiste à se concentrer sur l'essentiel et à se débarrasser du superflu. Mais soyons honnêtes, même en étant minimaliste, on en a toujours un petit peu plus que ce qu'on voudrait. C'est un peu comme quand on fait un budget, même si on est très fort à ça, on prévoit toutes les dépenses nécessaires du mois ou de l'année, mais on finit souvent par dépenser un peu plus, voire beaucoup plus. Bref, ça c'est un autre débat. Alors, comment on fait pour définir notre inventaire idéal? Notamment, par exemple, quand on a eu un changement, un emménagement, par exemple de famille recomposée, ou un déménagement vers un logement plus petit, ou quand on se prépare à changer de maison parce que les enfants sont partis de la maison, où il peut y avoir un décalage entre les besoins qu'on pense avoir maintenant, parce qu'on a toujours eu ce type de besoin, et nos futurs besoins. Quand on passe d'une famille de 2 à une famille de 5, c'est pas la même chose que quand on passe d'une famille de 5, juste à un couple. Et même si on sait que nos besoins évoluent entre le moment où on s'en rend compte et le moment où on adapte notre inventaire à notre nouveau mode de vie, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, comment on fait? En soi, c'est pas si compliqué que ça de définir un inventaire idéal. Mais je voulais partager quelques astuces pour vous simplifier le processus et vous aider à vous poser les bonnes questions, ou en tout cas des questions peut-être différentes auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors, pour pas se disperser, j'ai décidé d'organiser l'épisode, on va dire, avec plusieurs catégories ou plusieurs pièces, avec une liste de questions à se poser pour chaque catégorie ou chaque pièce. Comme ça, ce sera un petit peu plus clair. La première chose dont je voulais parler, c'était le linge de maison. L'idée, c'est de commencer par quelque chose d'assez simple. Donc, comment on sait combien de draps, de serviettes, de linge de bain ou de torchons on doit garder? Donc, pour déterminer la bonne quantité de linge de maison, dans cet exemple, il faut d'abord réfléchir à la fréquence de lavage. Est-ce qu'on change nos draps tous les 3 jours, tous les 2 jours, toutes les semaines? Est-ce qu'on a un sèche-linge? Est-ce qu'on a une machine à laver chez nous? Ou est-ce qu'on partage une laverie et on n'a qu'un seul jour déterminé par semaine pour laver son linge? Est-ce qu'on a suffisamment de rechange? Ça, ce sont les questions vraiment de base à se poser. Si on a des enfants, est-ce que c'est des enfants qui changent souvent les draps? Parce que, oui, il y a des accidents en ce moment. Bref, faut penser à ça, à sa fréquence de lessive et combien de temps on met pour laver les choses et qu'elles reviennent pliées dans le placard. Moi, si je vis seule et que je fais ma lessive, je sais pas, une fois par semaine, en lavant mes draps, mes serviettes, mes torchons, alors mon minimum absolu, c'est une serviette de bain, une serviette pour les cheveux, deux torchons, un jeu de drap. Si j'ai un sèche-linge, tout est propre en 3 heures, donc pas besoin de plus. Ça, c'est le strict minimum. Bon, pour un confort optimal, on peut ajouter un jeu de drap supplémentaire, une serviette en plus et un linge de plage. Si on reçoit des invités régulièrement, on peut ajouter 2 serviettes supplémentaires et un jeu de drap pour le lit d'amis. Donc en gros, on part de son minimum vital en répondant à ces questions sur la fréquence de lavage, la vitesse de séchage, nos habitudes, et ça va nous aider à obtenir un inventaire réaliste et fonctionnel. Si je fais une lessive par semaine, ça sert à quoi d'avoir 15 gants de toilette? Si j'en ai 7, ça suffit. Donc pour être un petit peu plus dans le confort, j'en mets 8 ou 9. Et quand on commence à parler, est-ce que j'ai besoin de plus de linge pour quand j'aurai des invités? Là, faut être réaliste aussi, Parce que si ça arrive pas très souvent d'avoir des invités, ou si les invités ne restent pas plus de 1 ou 2 nuits, c'est pas la même chose que si j'ai très très souvent du monde chez moi ou si les gens restent longtemps. Nous, ce qu'on fait pour pas avoir trop de linge en plus, quand on a des invités, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne les serviettes de plage, tout simplement, ça fait le job aussi,
Ça évite d'avoir plein de serviettes en plus qui prennent de la place dans les placards, parce que Dieu sait que ça prend de la place, les serviettes. Pendant tout le reste de l'année, on distribue ces serviettes de plage, et puis tout le monde s'en sort, et tout le monde est propre et sec quand ils viennent nous voir. Voilà pour le linge de maison. Je vous propose maintenant de passer en cuisine. Et là, je vais vous parler de l'inventaire des assiettes, des verres, des casseroles, des ustensiles, des robots et tout ça. Encore une fois, il faut analyser nos habitudes. Est-ce qu'on cuisine souvent déjà? Parce que c'est pas la même chose si on est des gens qui font des choses à emporter tout le temps que si on fait la cuisine chez nous. Et quand on dit qu'on fait la cuisine souvent, est-ce que c'est quelque chose, on va dire, de basique, comme moi je peux faire à la maison? Ou est-ce que, non, justement, c'est notre truc et on a besoin de plein de petites casseroles, de plein d'ustensiles, de plein de choses parce qu'on fait des choses assez élaborées. D'avoir tout un tas d'ustensiles pour de la cuisine élaborée alors que on ne sait pas faire autre chose que faire cuire des pâtes, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Si je suis pas quelqu'un qui fait la cuisine, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant d'appareils électroménagers? Donc déjà, on pense à la manière dont on fait la cuisine tous les jours, au quotidien. On regarde ce qu'on utilise le plus, et puis on va savoir que tout le reste, c'est à peu près superflu. Alors là encore, on a la question des invités. Quand on reçoit du monde, oui, mais quand on reçoit du monde, est-ce que vous les invitez à manger? Est-ce que c'est juste pour prendre un verre? Est-ce que vous faites plus des apéros dînatoires? Est-ce que j'ai envie de m'embêter toute l'année à garder des milliers de verres, alors que pour les 3-4 fois dans l'année où je vais recevoir du monde, bon, au pire, je sais pas, moi je sors les gobelets en plastique que je garde pour le pique-nique, ou je vais en acheter au supermarché. Si on a des casseroles et des poêles préférées, pourquoi on garde celles qu'on n'utilise jamais? Si je fais jamais de cocktail, pourquoi je garde ces 2 shakers et ces verres hyper spécifiques? Un inventaire doit être adapté et basé sur notre quotidien. Je veux bien qu'il y ait des fois où on reçoit du monde, où on fait des recettes spéciales, où on fait ce genre de choses, mais se faire embêter toute l'année, avoir une cuisine qui déborde complètement pour des choses qui sont pas utiles, dont on n'a pas les capacités à utiliser, s'embêter là-dessus au quotidien juste pour la fois où on invitera des gens et qu'on aura envie de faire ce menu précis, moi je trouve que c'est pas le calcul du siècle. Donc il faut vraiment penser à notre quotidien. Et là, d'un coup, les choses vont ressortir, on saura exactement combien il nous faudra d'assiettes, combien il nous faudra de cuillères, tout ça. Nous, on est 5, on a la vaisselle, on met en assiette, on doit en avoir 12 ou 13. Ça change parce que, bon, les enfants les cassent quand même régulièrement, mais on n'a pas besoin de plus que 12 ou 13 assiettes parce que de toute façon, le lave-vaisselle, il est en route. À la fin de la journée, on relâche tout et c'est reparti pour un tour. Et quand on a du monde, au lieu de faire le lave-vaisselle qu'une fois par jour, on le fait 2 fois. Et on a quand même assez d'assiettes et de verres pour tout le monde. Maintenant, direction le bureau et la papeterie. Les fournitures de bureau, là c'était un défi que j'avais donné la semaine dernière dans mon programme d'aide au désencombrement. S'il y a bien des inventaires qui ne sont pas du tout alignés à nos usages, c'est bien la papeterie. On dirait qu'on a assez de crayons et de papier pour ouvrir des écoles maternelles, quoi. Alors là encore, voilà quelques questions à se poser pour essayer de savoir quel est le bon nombre d'objets. On parle papeterie, on parle papier, on parle enveloppe. Pourquoi garder autant d'enveloppes si on n'envoie jamais de lettres, par exemple? Si on n'envoie que des emails, qu'on a vraiment envie de garder des enveloppes. Si on parle crayon et crayon de couleur notamment, est-ce qu'on colorie vraiment régulièrement? Est-ce que, par exemple, nos enfants, ils utilisent vraiment toutes les couleurs disponibles ou est-ce que c'est un petit peu toujours les mêmes? Pour vous rendre compte un petit peu de l'utilisation de ces choses, des crayons de couleur et des feutres, si vous avez des enfants, je vous propose un petit test. La prochaine fois qu'ils colorient, ne rangez pas immédiatement les crayons. Ne leur demandez pas de ranger les choses. Et vous observez juste ceux qu'ils ont utilisés. Et tout ce qu'ils ont sorti sur la table, vous les mettez de côté, vous les mettez dans une boîte ou vous les mettez dans une trousse. Et la prochaine fois qu'ils auront envie de faire du coloriage, vous sortez uniquement ce qu'ils ont sorti. Et vous verrez s'ils vous demandent de ressortir la boîte de stock que vous aviez sortie la première fois, en gros. Alors, je lis pas dans l'avenir et bien sûr, les choses peuvent varier d'une personne à l'autre, mais je peux vous garantir que ils vont pas vous les demander, ces crayons-là. Autre question à se poser sur notre utilisation de tout ce qui va être fourniture de bureau et tout ça, ça va être par exemple les classeurs ou les fiches de rangement, les fours de rangement. Si on est quelqu'un comme moi qui ne garde aucun papier, qui ou scanne ou met à la poubelle, pourquoi garder autant de classeurs et de fiches? Parce que de toute façon, ces papiers, ils sont inexistants. Donc ça sert à rien de les garder. Donc là encore, je vais me répéter, mais on fait attention à ses usages et à ses préférences. Maintenant, je vous propose d'aller dans la garde-robe. C'est un peu là où c'est le plus difficile, je trouve, de définir un inventaire. Et là encore, je vous propose un petit exercice.
Vous regardez votre garde-robe et vous vous demandez ce que vous devriez racheter si soudainement votre garde-robe prenait feu spontanément et vous perdez tout. Combien il vous faudrait de pantalons, de pulls, de hautes chaussures pour pouvoir vous habiller tous les jours? Là encore, on pense à son mode de vie. Et voilà les choses auxquelles je vous invite à réfléchir. La première chose, c'est de savoir si la manière dont on s'habille le week-end et on s'habille la semaine est différente. Si c'est le cas, on aura peut-être un inventaire un peu plus grand que quelqu'un qui s'habille pareil tous les jours de la semaine. Si vous êtes dans un métier où vous avez un uniforme comme à l'hôpital, à l'armée, j'en sais rien, dans une banque, bref, si vous avez vraiment un uniforme fourni, vous avez peut-être besoin de moins de vêtements parce que de toute façon, 50 heures par semaine, c'est un petit peu imposé la manière dont vous vous habillez. Donc, est-ce que ça servirait dans ce cas-là d'avoir à quelque chose d'avoir 6 paires de pantalons alors qu'il y a que le week-end où on peut les mettre? Ensuite, comme pour le linge de maison, on pense à sa fréquence de lessive, combien de temps on met entre le moment où le vêtement atterrit au sale et le moment où il revient plié dans l'armoire. Si le turnover, ça se fait en une journée ou en 3 heures, là encore, on a besoin de moins de vêtements que si ça met une semaine parce qu'on a des jours de lessive. On regarde aussi si on a un mode de vie qui fait qu'on stage beaucoup. Moi, je repense à toutes les années où les enfants étaient petits et avec les 3 enfants en bas âge, je pouvais mettre un vêtement pas plus d'une journée. De toute façon, j'ai envie de dire, des fois même à la mi-journée, il y avait toujours un gamin qui avait fini par cracher dessus quand ils étaient bébés. Donc là, oui, j'avais besoin de plus de choses parce qu'en plus, j'avais pas le temps de faire des lessives toutes les 3 minutes non plus. Donc on regarde si on a besoin d'un roulement ou pas. Et puis on se pose des questions aussi par rapport aux doublons. Si on aime bien, par exemple, mettre des jeans noirs, est-ce qu'on a besoin d'avoir 3 paires de jeans noirs qui se ressemblent, sachant qu'on peut en mettre qu'un seul à la fois? Si on parle des chaussures, on pense à nos préférences. C'est bien de se dire, il me faudrait une paire de talons au cas où, mais si, on n'a pas le mode de vie pour mettre des talons, 2, on n'aime pas ça, ou on trouve ça inconfortable, ou on n'arrive pas à marcher avec, on n'est pas obligé d'avoir cette paire de talons dans notre inventaire. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on est obligé d'avoir des talons dans notre garde-robe. On s'adapte à sa réalité et à ses préférences. Donc pensez à toutes ces choses-là et reposez-vous cette question. Si je devais tout racheter maintenant, aujourd'hui, quels seraient mes essentiels? Je vous recommande d'écouter les épisodes avec Caroline de Garde-robe Minimaliste pour beaucoup plus de conseils pour construire votre garde-robe minimaliste. Là, je vous parle juste d'inventaire, mais elle a un accompagnement et elle parle de 33 ou 35 basiques, je sais plus, mais avec 33 ou 35 basiques, le nombre de tenues qu'elle vous aide à créer est absolument incroyable. Je vous mettrai les liens des épisodes dans la description. Ça pourrait peut-être vous aider à choisir un inventaire qui marchera bien ensemble. Maintenant, je vous invite à passer dans la salle de bain. Je crois que c'est un endroit où c'est peut-être le plus facile au final de faire un inventaire parce que nos habitudes dans les salles de bain, on les connaît. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui se fait pas des masques pour les cheveux ni pour le visage. J'espère que ma sœur n'écoute pas. Non, je ne me fais pas des masques pour le visage. Je sais que je devrais à mon âge. C'est important, mais c'est juste pas mon truc. J'ai pas le temps, j'ai pas la patience et en fait, j'ai pas l'intérêt. Donc, dans l'idée, dans mon inventaire, avoir des masques pour mes cheveux ou pour le visage, ça sert à rien. Ça correspond pas à mon mode de vie. Donc, pour savoir ce que je devrais avoir dans mon inventaire, je regarde réalistiquement ma routine du matin, ma routine du soir. Et là, je les connais, les produits que j'utilise, et je me limite à ça. Pareil pour le maquillage, on le sait, les produits qu'on utilise le plus souvent. Pour le maquillage, c'est assez simple. Pour savoir quel est le minimum syndical qu'on devrait avoir, on peut peut-être penser à ce qu'on prend quand on va en vacances et qu'on est limité parce que on va les prendre un vol Ryanair et qu'on peut pas tout prendre avec nous. La petite trousse de toilette qu'on prend avec nous, généralement, c'est les basiques en fait. Et tout ce qui est au-dessus, c'est du superflu. Après, on a le droit de vouloir se faire plaisir. Si justement c'est votre truc de passer beaucoup de temps et d'avoir beaucoup de maquillage à choisir, là, votre inventaire de base, ce sera pas le même que le mien. Si ça fait partie de votre routine de fin de journée, de mettre des produits sur votre visage, de vous occuper de vos cheveux ou je sais pas encore, là encore, votre inventaire sera différent. Mais en gros, regardez votre routine que vous faites maintenant et adaptez-vous à ça et pas à ce que vous devriez avoir. La grande idée, c'est de regarder son mode de vie droit dans les yeux et ensuite on adapte. On sait très bien au final ce qu'il nous faudrait. Il y a des choses dans lesquelles c'est un petit peu plus difficile. Par exemple, des pièces comme la salle de jeu des enfants ou la chambre des enfants. C'est un peu plus difficile de se dire combien de jeux mon enfant aurait-il besoin, quel est un bon inventaire pour le nombre de jeux. La réponse, pour avoir parlé avec des pros de la petite enfance et pour avoir travaillé dans ce milieu pendant quelques années, mes collègues étaient des pros de la petite enfance. Moi, j'étais du côté administratif et recrutement, mais toutes mes collègues étaient des professionnels. Donc, on a parlé de cette thématique-là très souvent, surtout qu'à l'époque, mes enfants avaient encore beaucoup de jouets. L'inventaire pour les jeux, les jouets et les livres des enfants, c'est toujours moins qu'on croit.
Un enfant, il se débrouillera toujours à jouer avec un nombre limité de jeux. C'est même mieux pour eux. Plus ils ont de jeux, les enfants, plus ils ont du mal à engager avec eux. C'est pas moi qui le dis, c'est les pros. Là encore, j'ai fait un épisode avec une invitée exactement sur ce sujet. Je remettrai le lien en description. Mais elle avait des réflexions passionnantes, notamment sur ce qui était jouet pédagogique. Je me souviens qu'elle parlait de jouets qui faisaient tout le travail pour les enfants, alors qu'il fallait leur donner des jouets où c'était eux qui devaient faire le travail d'imagination et de manipulation pour rentrer en contact avec le jouet, pour pouvoir développer certaines compétences. Bref, elle explique beaucoup mieux que moi. Si vous voulez avoir l'idée comment faire une chambre d'enfant plutôt minimaliste, qui ne déborde pas, mais sans avoir des enfants sous-stimulés ou qui tournent en rond, je vous invite à écouter cet épisode. Un autre truc assez difficile, ça va être l'inventaire du nombre de livres. Il y a le côté un peu culturel et on se dit, c'est quoi le bon nombre de livres? Il y a trop de livres. Bon, alors si, déjà, il peut y avoir trop de livres quand ça commence un petit peu à déborder. Mais comment on décide du bon nombre de livres qu'il y aurait? Là encore, petit exercice, je vous propose de prendre n'importe quel livre là que vous voyez devant vous dans la bibliothèque. Vous allez ouvrir le timer de votre téléphone et ensuite vous allez lire une page de votre livre. Vous allez vous chronométrer. Vous multipliez ce temps par 100 et ça vous donne à peu près la moyenne qu'il vous faut pour lire une centaine de pages. La plupart des livres de poche, c'est 200 pages, 150 pages. Voilà, si vous faites le temps pour 100 pages, après c'est facile à adapter. Et maintenant, vous réfléchissez au temps que vous avez réellement consacré à la lecture ces derniers mois, ces dernières années. Pas autant que vous voudriez consacrer, attention, mais le temps que vous avez vraiment dans les mains pour lire. Ça vous donne une idée de combien de pages, on va dire par semaine ou par mois, vous êtes en capacité de lire. Et maintenant, on regarde sa bibliothèque. Au vu de votre rythme de lecture, du temps que vous avez à disposition devant vous, il faudrait combien de temps, sans racheter d'autres livres, bien sûr, pour finir toute la bibliothèque? Ça, c'est une bonne question, mais de connaître son rythme de lecture et de le comparer à son temps, ça permet de nous dire, bon, là, si j'ai envie d'aller à la fin de la bibliothèque avant de pouvoir en racheter, je ne rachète rien pendant 4 ans, en fait. Ça va vous donner un petit peu une bonne idée de ce qu'il faudrait garder, pas garder, si c'est réaliste, si c'est pas réaliste, si vous en avez beaucoup trop, ou si justement vous êtes plutôt sur quelque chose d'assez réaliste. Je pourrais parler de plein d'autres catégories, bien évidemment, mais ce qui est important, en fait, j'espère que vous avez compris, c'est la logique. C'est pas de se dire vraiment combien de choses je devrais avoir dans l'idée, parce que c'est comme ça qu'on doit vivre, mais de partir de sa réalité. Regardez le temps qu'on consacre à tel ou tel objet, la manière dont on s'en sert, le plaisir avec lequel on s'en sert. Le but, c'est d'avoir un inventaire qui nous sert au quotidien. Arrêtons de toujours vouloir planifier les inventaires pour les au cas où, pour les si on a de la visite. Notre maison doit nous servir au quotidien. Pour tout ce qui va être usage qui sort du quotidien, on arrivera à s'adapter, promis. Et si on a peur de faire trop ric-rac dans notre inventaire, de manquer telle ou telle chose, tel ou tel objet, dans tel ou tel inventaire, je sais pas, donnez-vous une marge de plus ou moins 10%. Donc par exemple, vous avez défini qu'il vous faut pour toute la famille 10 draps de bain, on va dire 10 draps de bain, si vous avez peur que ce soit vraiment ric-rac, vous en achetez 12. Mais de toute façon, partez de votre utilisation du quotidien. Et ce sont des bonnes questions à se poser, surtout si ce quotidien a changé ces derniers mois, ces dernières années. Les besoins changent, l'inventaire doit lui aussi s'adapter. Une fois que vous avez fait votre inventaire, donc vous savez combien de choses à peu près vous devez garder dans telle ou telle catégorie, là on peut travailler sur une deuxième liste et je vous ai aidé à ça, vous trouverez tout en description, c'est la liste des critères. Pour telle catégorie d'objets, maintenant, je sais que je vais en garder 10. Comment je sais les 10 que je vais garder? La liste des critères, c'est ça, c'est de savoir quel objet on doit garder, donner ou jeter. J'ai fait une liste de critères pièce par pièce. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à aller en description là-dessus. Donc, si à la fin, vous avez ces deux listes, votre inventaire plus votre liste des critères, a priori, ça va taper dedans. Et vous allez réussir à réduire le nombre d'objets dans votre maison.
Et voilà pour l'épisode du jour. Il était un petit peu plus pratico-pratique que ces dernières semaines. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez partager des expériences avec moi, vous savez comment me contacter sur Instagram ou par email. Tout est en description. Et si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Un moyen très efficace de me soutenir aussi, c'est de partager cet épisode. J'espère vous voir bientôt sur ma page Instagram, sur ma newsletter ou dans mon prochain accompagnement au tri qui commence au mois d'avril. Si vous avez envie de vivre mieux avec moi et de vraiment donner un bon coup de fouet et de rejoindre ce groupe de personnes qui, elles aussi, comme vous, a envie de vider sa maison, je vous jure, en plus, on passe des bons moments ensemble. Toutes les semaines, on fait un live, on parle de nos problématiques, on partage tous les progrès sur la communauté WhatsApp. Si vous voulez plus d'infos, contactez-moi ou allez sur ma page internet. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.